production Les Podcasteurs. Bonjour. Oui, bonjour. Vous savez, je suis toujours Marie-Robert. Et depuis maintenant plus de 2 ans, j'ai une proposition à vous faire. Et si la philosophie devenait sexy? Et si elle cessait d'être abstraite pour venir éclairer nos jours comme nos nuits? Et si elle quittait l'espace confiné des bibliothèques et qu'elle venait se faufiler dans notre quotidien? Fini les dissertations et les mauvais souvenirs de terminale. Ici, on change de ton. La philosophie n'est pas une méthode à suivre. Elle est un pas de côté. Elle nous permet de prendre du recul sur les gens, les choses, et aussi sur tout ce qui nous submerge. Soudain, par la magie des mots et du raisonnement, on aborde les événements de la vie autrement. Et on parvient même à trouver du confort dans des zones d'inconfort. Bref, on apprend à se faire du bien. C'est pourquoi durant ces quelques minutes en votre compagnie, je n'ai pas d'autre ambition que d'arrêter les compteurs et de partager une bulle de respiration. Laissons-nous inspirer et faisons ensemble notre désormais traditionnel petit pas de côté. Il y a 2 semaines, j'évoquais l'épineuse question du pardon. Celui que l'on reçoit, celui que l'on formule, celui que l'on peine tant à donner. En le préparant, une chose m'est venue à l'esprit. Si on pardonne, ou si on demande pardon, c'est qu'il y a eu faute. C'est qu'il y a eu blessure, rupture, outrage. C'est que l'harmonie a été brisée et que des individus ont été abîmés. Et justement, qu'en est-il de l'après? Qu'en est-il une fois que la peine a été commise? Une fois que le vase a été brisé? C'est à ce moment-là, dit-on, qu'il faut faire preuve de résilience, qu'il faut rebondir, retrouver une forme acceptable pour continuer à vivre, pour réintégrer la société, pour renouer avec l'ordre des choses. Mais est-ce si simple? Vous l'avez compris, aujourd'hui, j'avais envie de vous emmener avec moi à travers une exploration de ce terme si galvaudé de résilience. J'avais envie d'en saisir la justesse, autant que l'impossible défi. Allons-y. Depuis une 20aine d'années, et plus encore depuis la crise sanitaire, le terme de résilience est apparu dans le langage commun et dans les médias. Il est devenu un titre de presse, un mot courant, une évidence à opposer à tous nos drames. On parle de résilience pour des individus traumatisés, de résilience pour une société fragilisée, ou même de résilience économique pour une économie en berne. Ce curieux mot est venu conquérir tous nos espaces, qu'ils soient intimes ou collectifs. Il est devenu peu à peu la seule réponse possible à nos souffrances, et semble exprimer ce que l'auteur de théâtre Samuel Beckett évoquait dans son texte Fin de partie. Je ne peux pas continuer, je vais continuer. La résilience serait donc cette étape, ce poste frontière pour, justement, continuer. Mais continuer quoi? C'est bien toute la question. La résilience, aussi répandue soit-elle, n'est franchement pas simple à définir. Et à force d'être usitée, on en oublie l'origine, le sens, autant que les contours. Il faut dire que la résilience est un terme vaste, qui recoupe de nombreux domaines. Avant d'être un terme psychologique, la résilience renvoie au monde de la physique. Elle désigne la valeur caractérisant la résistance au choc d'un métal. Dans l'armement et dans l'aérospatial, la résilience dénote le niveau de capacité d'un système embarqué de fonctionner en mode dégradé tout en évoluant dans un milieu hostile. En informatique, la résilience est la capacité d'un système ou d'une architecture réseau à continuer de fonctionner en cas de panne. Et en gestion d'entreprise, la résilience organisationnelle est une discipline qui s'intéresse à la capacité d'une entreprise à faire face au mieux
à des situations d'incertitude. Franchement, je pourrais continuer encore à investir des espaces d'expertise. Mais cela confirme ce que nous disions déjà, la résilience et la résistance au malgré. Par extension, elle est devenue la capacité qu'ont les individus à surmonter des chocs traumatiques. En somme, il s'agirait d'encaisser et d'être en mesure de se relever. Étymologiquement, la résilience vient du latin resilio, qui signifie littéralement rebondir, résister. Historiquement, le terme de résilience apparaît pour la première fois en anglais en 1626. C'est le philosophe Francis Bacon qui l'utilise, dans son ouvrage Histoire naturelle, pour désigner la manière dont l'écho rebondit. Pour ce qui est de son usage, dans le champ de la psychologie, l'exemple le plus ancien, chez les anglo-saxons, est celui fourni dans les dialogues divins du philosophe platonicien Henry More, qui évoque, en 1668, la résilience face à la misère et au péché. Un peu plus tard, en 1857, un médecin américain parle dans son texte « The Americans in Japan », la résilience manifestée par les Japonais confrontés à la calamité des tremblements de terre. Le mot « résilience » entre bien plus tard dans la langue française, car ce n'est finalement qu'après un long périple, en 1952, que le romancier André Maurois l'utilise pour la toute première fois en français, précisément dans le sens que lui attribuent actuellement les psychologues. Maurois, dans une biographie consacrée à George Sand, écrit que, dans son deuil, une fois encore, elle étonna ses amis par son immédiate résilience. L'ensemble de l'ouvrage d'André Maurois met en évidence tout au long du récit des 72 ans de la vie de George Sand une série de stratégies utilisées pour traverser les difficultés et donc faire preuve de résilience. Nous y sommes. Cependant, vous vous en doutez, impossible de clore ce rapide panorama historique sans parler de Boris Cyrulnik. Boris Cyrulnik est médecin, neuropsychiatre et psychanalyste. On lui doit justement d'avoir popularisé en France le concept de résilience, compris en particulier comme la capacité à surmonter un choc traumatique. Ce traumatisme, le neuropsychiatre l'a vécu dès sa petite enfance. Ses parents ont été déportés puis tués à Auschwitz. Placé à l'assistance publique, puis recueilli par son institutrice, il a 6 ans et demi lorsqu'il est dénoncé, puis arrêté lors de la rafle des Juifs de Bordeaux en janvier 1944. Par instinct, il se cache, puis parvient à s'évader grâce à l'aide d'une infirmière. À 11 ans, il décide de devenir psychiatre pour comprendre. Ce parcours, intellectuel puis scientifique, le conduit à étudier la médecine, l'éthologie, la neurologie, la psychiatrie, à une époque où l'on enferme encore ceux que l'on désigne comme fous et que l'on estime perdus pour la société. En marge des conflits qui opposent les tenants de différentes écoles de pensée, Cyrulnik se forge son propre appareil théorique. Il en vient à théoriser le concept de résilience dès les années 90. Boris Cyrulnik devient alors célèbre auprès d'un très large public, grâce à de nombreux ouvrages à succès. Bref, je pense que vous l'avez compris. Cessons ici nos préparatifs définitionnels et montons dans le bateau. Au fil de ces diverses entrées, nous percevons bien l'intérêt de la résilience. Précieuse, indispensable vertu. La résilience sert à donner un sens à la souffrance. Elle permet de ne plus vivre dans le malheur. Elle permet de se reconstruire. Voilà pourquoi les ONG déclarent vouloir renforcer la résilience des plus vulnérables. Voilà aussi pourquoi, d'après un sondage des Échos paru en 2020, 76% des chefs d'entreprise considèrent la résilience comme une obligation.
Mais si son but est identifié, il est maintenant passionnant de souligner qu'un certain nombre de caractéristiques associées au processus de résilience ont été identifiées et constituent des sortes de facteurs de résilience individuelle, familiale ou communautaire. Observons-les rapidement pour saisir si ces facteurs sont présents en nous. Alors d'abord, chez les individus, il y a des facteurs de résilience individuelle. À partir d'une étude clinique menée auprès d'individus réputés résilients, on obtient un certain nombre de caractéristiques qui contribuent à faciliter la résilience, comme par exemple une certaine habilité de résolution de problèmes, l'autonomie, la capacité de se détacher face à un environnement perturbé, l'empathie, l'altruisme, la sociabilité, la popularité, la perception d'une relation positive avec un adulte. Ces facteurs ne sont pas exhaustifs, mais ils montrent simplement que s'ils sont présents, on aura plus de chances de devenir résilient, plus de possibilités à l'être. Même type de raisonnement pour identifier les facteurs de résilience à l'échelle d'une famille. Si vous souhaitez faire preuve de résilience en famille, il vous reste à vérifier si les critères suivants sont présents dans votre structure familiale. Le nombre d'enfants, inférieur à 5, l'espace entre les naissances, l'espace physique suffisant dans la maison, une forme de spiritualité ou d'idéologie, une discipline éducative, la qualité de la communication, des interactions chaleureuses et positives entre les membres, une capacité à se soutenir et à montrer son affection. Encore une fois, ces facteurs ne sont pas les seuls. Ils sont juste des grilles pour identifier la possibilité d'être un peu plus résilient. Enfin, il reste les facteurs de résilience sociale ou communautaire. Parmi les niveaux de résilience sociale, on peut citer les pairs, la communauté sociale, l'école, le quartier, la communauté religieuse ou idéologique, la société, la culture. Et parmi les formes de résilience, on peut retenir la présence d'une forte solidarité, une implication active des différents membres, des attentes élevées, la diversité des supports, des ressources sociales, et ainsi de suite. En somme, il vient ici de se passer quelque chose de remarquable. Nous parlons depuis le début d'une capacité dont serait dotée une personne, une matière ou un système. La résilience est apparue comme une sorte de super pouvoir qu'on aurait à l'intérieur de nous. Or, avec ces différentes listes, on s'aperçoit ici, en étudiant les facteurs, que la résilience ne peut pas être pensée isolément. La résilience ne peut émerger que dans un espace qui la favorise, un espace qui la permet, qui la suscite. Trivialement, il s'agit d'admettre qu'on ne rebondit jamais seul. On rebondit parce que l'extérieur, l'entourage, la communauté sert de trampoline. Parce que l'affect, la solidarité, l'entraide sont présents. Boris Cyrulnik donne à ce titre un exemple édifiant, celui des enfants placés en orphelinat. Il écrit « Dans les orphelinats roumains, on s'est retrouvé face à des milliers d'enfants, élevés dans un quasi-isolement, dans des conditions sanitaires, alimentaires, affectives, effroyables. Ils se balançaient toute la journée dans d'immenses dortoirs, sans personne pour s'occuper d'eux. Ils avaient développé des malformations aux membres, des atrophies du cerveau au niveau des circuits de la mémoire et des émotions, des trous dans les lobes préfrontaux. Privés d'altérité, ils étaient presque autistes. Une fois placés dans des familles d'accueil, 1 an a suffi pour que ces enfants retrouvent des facultés normales. Leur environnement recommençait enfin à les stimuler. C'est l'hypothèse de la résilience neuronale sur laquelle travaillent de nombreux chercheurs.
En somme, cette altérité nécessaire peut faire défaut, mais il faut pallier cette carence afin de favoriser la résilience. On devine aisément la puissance de la résilience, mais on cerne bien ici la difficulté qu'elle suppose. À force d'être employée pour tout et n'importe quoi, la notion devient un peu une énième injonction, qui au lieu de dégager l'horizon, l'obscurcit, en nous imposant de nous remettre au plus vite de tous nos drames. C'est oublier un peu vite la complexité du phénomène et l'importance des autres. À l'occasion de l'anniversaire de la mort du général de Gaulle, le président Emmanuel Macron tweeta « Résilience et volonté, cet esprit fut incarné par le général de Gaulle. Cet esprit est un héritage, celui de la France. » Un héritage, une vertu, une obligation, n'est-ce pas charger un peu beaucoup des esprits déjà fragilisés? C'est bien contre cette résilience à tout prix que se dresse la philosophe Laurence de Villers dans une tribune publiée en 2020 dans Philosophie Magazine. Elle écrit « Sorte de potentiel caché révélant l'individu à lui-même, de réservoir de santé et de créativité, elle donnerait un sens à la souffrance. Mais la souffrance a-t-elle un sens? Tout peut-il être converti en positif, constituer l'étape vers un mieux-être? La résilience semble ainsi avoir remplacé les anciennes théodicées, qui cherchaient à voir dans le mal un bien futur, encore inexploité, inaperçu, avec, pour la résilience, cette idée de réussite, de développement, d'habilité dans les relations, d'adaptabilité, propre à bannir la plainte, la tristesse, le chagrin, la colère, le malheur, qu'ils viennent d'un deuil, d'une rupture ou d'une injustice. Elle poursuit. Elle fait peut-être avancer, mais vers où? Au nom de quoi? Et pourquoi? L'abus du terme de résilience conduit à gommer le négatif, en cherchant à tout positiver. Or, la peur et la colère, avec ce qu'ils contiennent de refus et d'espoir, font partie de la vie. C'est même dans la capacité à regarder ce négatif dans les yeux que se mesure la force des courages, la beauté de certains gestes. Ce que l'homme fait, il ne le fait pas seulement parce qu'il le faut bien, il le fait au nom d'une forme de transcendance, sinon d'idéal. Si l'heure est à l'essentiel, alors il est essentiel de savoir pourquoi l'on tient et à quoi l'on tient. Sa tribune est sévère, mais elle nous alerte sur un point important. Non seulement nous l'avons vu avec l'exemple des orphelinats, la résilience est un fait collectif qui engage la société, qui engage la présence de l'autre, comme nous le disions. Et de ce point de vue, elle ne peut être exigée. Mais surtout, la souffrance demeure souffrance. C'est la raison pour laquelle elle mobilise notre courage. C'est parce que le choc a eu lieu et qu'on en reconnaît la difficulté, qu'on peut décider de faire autrement. C'est parce qu'on a affronté, décortiqué, analysé, pleuré, enragé, qu'on trouve alors les ressources pour dépasser, pour faire autrement, pour se créer à nouveau. La résilience n'est pas inconsommable. C'est un long chemin qui engage notre lucidité, notre force, notre éthique, notre espoir, notre patience. Et c'est dans ce parcours qu'on apprend à briser les schémas et les fatalités. Nous sommes humains. Et à partir du moment où l'on est, nous sommes soumis à cette fragilité. Elle est constitutive de nos vies. Et plutôt qu'avoir honte de nos faiblesses, de nos chocs, il est peut-être temps de les assumer, d'assumer cette fragilité. Car être fragile, c'est précisément accepter que les autres puissent prendre soin de nous. C'est réinstaurer l'indispensable besoin de relais social. C'est croire en la possibilité qu'on puisse se réparer. La résilience ne doit pas être comprise comme un passage obligé, comme une manière de dire « quand on veut, on peut ». Elle est à l'inverse un enjeu sociétal,
Le courage prend du temps, et le courage nécessite l'encouragement des autres. Nous tanguons tous. Certains, plus que les voisins. Certains chocs déchirent, et méritent, plus encore que la résilience, une lente réparation. Lorsqu'on évoque la résilience, surgit souvent un propos sur la technique du Kitsungi. La technique du Kitsungi aurait vu le jour à la fin du XVe siècle, à l'époque du shogun Ashikada Yoshimasa. La légende raconte que le dirigeant aurait cassé son bol préféré et l'aurait envoyé en réparation en Chine. Le résultat ne fut pas à la hauteur de ses espérances, puisque le bol fut consolidé au moyen d'agrafes métalliques qui retiraient tout charme à l'objet. Il ordonna donc à ses artisans de trouver une meilleure solution. Cette instruction aurait poussé les artisans japonais à créer le kitsungi, une méthode de réparation autrement plus élégante, utilisant de la laque saupoudrée d'or. Ce récit est sujet à caution, mais on peut affirmer que la pratique du kitsungi s'est constituée à partir d'un terreau esthétique et philosophique qui lui était favorable. Au lieu de cacher la fêlure, de la nier, de la faire disparaître, les artisans prennent soin de l'objet en rendant apparent son défaut. C'est peut-être ce chemin qu'il nous faut adopter pour faire de la résilience autre chose qu'une exigence insensée. Le kitsungi est une véritable école de la patience, de la lenteur. Spontanément, on a envie de passer tout de suite à l'étape clé, celle où l'on recouvre de poudre d'or les cicatrices laquées, pour enfin voir émerger l'objet dans toute sa splendeur. Mais l'art du kitsungi est là pour nous rappeler que ce n'est pas la destination qui compte, mais bien le chemin, qui ne s'emprunte pas seul, mais ensemble. Avant de vous laisser, je vous propose ces quelques mots de Monica Sabolo dans Vie clandestine. Nous nous débattons, tous autant que nous sommes. Nous cherchons un sens aux choses que nous avons faites et à celles que l'on nous a faites. Nous sommes entortillés dans le passé, comme dans un drap mouillé. Les visages s'effacent, mais le chagrin demeure. Il irradie, il voyage d'une génération à l'autre, d'un cœur à l'autre. L'histoire s'insinue en nous, elle se recompose, se déplace et se transforme, renvoyant des ondes et une énergie nouvelle, sans même que nous sachions à quoi elles font écho. Je sais désormais que le temps passe et ne passe pas. Je vous souhaite un joli chemin, où entouré d'amour, de reconnaissance et d'aide, l'onde de choc s'atténue un peu. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. N'oubliez pas qu'ici, il n'est pas question de leçons, mais juste d'une proposition, d'une hypothèse qu'il vous appartient de confirmer ou non. On se retrouve dans 15 jours. En attendant, n'oubliez pas de lire, d'oser et de vous rappeler qu'il n'y a rien de plus sexy que la philosophie.